Organisateurs pour enfin nous réunir physiquement. Donc petit rappel de l'ARVO, donc le congrès de recherche habituel en théorie, qui évidemment a été très perturbé cette année. Donc virtuel, numérique. Alors l'ARVO, donc First Virtual Meeting. Alors l'ARVO San Francisco 2021, on attendait un petit peu, ça doit être ça. Bon, ça n'a pas été manifestement. Voilà, bon, ça aurait dû être ça. La balade en vélo sur le pont, machin. Et l'ARVO 2021 virtuel. Je ne sais pas par où il faut viser pour... En fait, ça a été ça, comme tout le monde. Évidemment, devant l'ordinateur. Bon. Alors, il y a quand même des points positifs à cet ARVO, c'est-à-dire qu'enfin on peut avoir accès aux posters sans se faire fliquer par la police des polices, puisqu'on n'a pas le droit de prendre des photos, on n'a pas le droit de faire des choses comme ça. Et là maintenant, on a des sessions vidéo, on peut télécharger les posters, on a le temps de réfléchir dessus. Donc bon, évidemment une sélection très personnelle, très subjective, protocole W sur du DSCR-net. Donc juste, je fais très court. Aflibercept, soit en préventif d'aggravation de la diabétique proliférante, sans œdème, ou injection sham, et après Aflibercept, si aggravation. Donc les résultats ne montrent pas en fait d'amélioration de l'acuité visuelle sur 2 ans. Bon, entre le fait de le faire en préventif ou de le faire seulement quand ça s'aggrave. Il y a quand même eu un traitement qui a été fait. Par contre, moi, ce qui m'a un peu surpris dans les résultats américains, mais un petit peu comme d'habitude, alors on va revenir un petit peu. Voilà. Le traitement ne montrait pas de bénéfice sur l'acuité visuelle, donc ils attendent les résultats à 4 ans. Alors là, effectivement, la présentation vidéo, des fois, ça merdouille un petit peu parce qu'on n'arrive pas à lire ce qu'il y a derrière. Par contre, ce qui m'étonne un peu dans le résultat, souvent et beaucoup, c'est ça. Dans un taux d'endophthalmie qui est colossal. 2% d'ophtalmie sur des IVT. Et on publie et ça ne pose de questions à personne. Il n'y a eu aucun commentaire sur ce genre de choses. Voilà. Bon. Je ne sais pas si nous, on a 2% d'ophtalmie, je pense qu'on se pose des questions. Voilà, juste un petit commentaire. Donc l'ARVO, on en a un tout petit peu parlé hier. On a quand même beaucoup de choses qui sont dans les pipelines des laboratoires. Alors on a des très bons résultats VEGF. Là, on est sur le faricimab avec donc l'anticorps qui adjoint un antipoïétine de VEGF-A. Donc la phase 3, les résultats de la phase 3, donc Tenaya et Lucerne. Ces résultats sont plutôt intéressants, avec 79% des patients qui étaient passés à Q12 et 45 qui étaient à Q16. Alors c'est pas mal. On aurait bien aimé peut-être avoir un petit peu plus de Q16, mais bon, c'est 80% à Q12, c'est déjà pas mal. Sur une année, ça diminue quand même. Et là, évidemment, vous allez voir sur les cas de vascularité, d'occlusion avec le brolucizumab. Donc là, maintenant, ça fait vraiment partie des points qui sont étudiés dans toutes les études. Donc là, ils n'ont pas rapporté de manière supplémentaire. Donc pourquoi pas, voilà quelque chose qui paraît intéressant, efficace, mais comme le disait Catherine hier, pas forcément de gain sur l'acuité finale, mais un espacement des injections. Un espacement des injections avec 2% d'ophtalmie, c'est peut-être pas mal. Alors là, c'était un poster, voilà, c'est quand même assez agréable de pouvoir récupérer un vrai poster en PDF. Pour pouvoir le lire, montrer des images, etc. Donc là, c'était l'étude d'un déficit du flux dans la curie capillaire en prédiction, prédicteur du nombre d'antilles d'injection VEGF qui serait faite
Donc ils extraient la couronne autour de la zone de la vascularisation. Ils étudient le déficit du flot dans la choriocapillaire capillaire. Alors c'est un petit peu petit, bien entendu, mais selon certaines méthodes, ils arrivaient à corréler ça au nombre d'injections qui auraient été faites. Alors c'est une étude rétrospective. En fait, ils ont pris des patients, ils ont extrait ça et ils ont comparé au nombre d'injections qui avaient été faites la première année. Donc c'est pas une vraie étude prospective, mais c'est un début. Donc on pourra peut-être avoir des outils qui vont nous dire, bon bah voilà, sur là, il a 8 chances sur 10 d'avoir 6 injections la première année. Qui est plus pratique, on a déjà beaucoup d'indications à donner aux patients actuellement, ça peut être un objectif. Alors l'étude Aries, donc AFLI dans la DMLA, et une étude post-hoc sur la tolérance qu'on peut avoir entre le fluide intrarétinien et le fluide sous-rétinien. Alors il y a beaucoup d'études post-hoc, il y a eu 4 qui ont été commentées hier. Là, leurs conclusions sont assez carrées, on va dire. Alors évidemment, quand il y a de l'intrarétinien et du sous-rétinien en même temps, à chaque étape, c'est pas bon. On va le voir sur les images. Si ça veut passer. Voilà. Donc là, une absence complète. À la fois l'intrarétinien n'a pas été associé avec une meilleure acuité visuelle. Donc on est bien d'accord, ça n'a pas été associé quand il y avait une absence complète des deux liquides. À chaque étape, à chaque visite. On est bien d'accord. Après, ils ont étudié un peu séparément entre l'intrarétinien et le sous-rétinien. Donc là, la présence de liquide intrarétinien à la plupart des échéances était associée à un moins bon résultat fonctionnel. Bon, on le sait, il ne faut pas tolérer le liquide intrarétinien. Bon, c'est une étude à 2 ans, c'est pas inintéressant. Et en revanche, leur conclusion sur le liquide sous-rétinien. Donc l'absence complète totale à chaque étape était associée avec un moins bon résultat fonctionnel pour le sous-rétinien. Donc leur conclusion, c'est qu'il faut tolérer la présence de liquide sous-rétinien. Alors ils avaient mis un critère à 50 microns. Donc s'il y a 50 microns ou moins de liquide sous-rétinien, on peut tolérer. Évidemment, si ça s'associe à de l'intrarétinien, il ne faut pas le tolérer. Mais voilà, ça c'était leur conclusion. Donc là, avec une présentation un petit peu plus intéressante, parce qu'au moins ils ont passé la vidéo du poster, donc on voit mieux. Alors si on peut avancer la diapo, parce que moi j'y arrive pas. Voilà, donc la présence était généralement associée avec une moins bonne acuité visuelle, et donc l'élimination de l'IRF doit être le but d'un traitement proactif. Par contre, moins de 50 microns de sous-rétinien, on peut tolérer. Alors, je vais peut-être vous demander d'avance. Voilà, ouais. Donc le classique des virtual meetings. Et également une petite étude pas une petite, mais une étude qui a été commentée hier. On va pouvoir avancer les diapos. Donc l'optique, donc sur la thérapie génique. En gros, donc là, l'intérêt, c'est que c'est intravitréen, c'est pas sous-rétinien. Donc avec un gène promoteur de la FliBerCep, avec une injection. Donc on peut avancer les diapos. Donc c'est des diapos qui ont été montrés un petit peu hier. Donc c'est des toutes petites cohortes de 6 ou 9 patients avec 2 doses et une prophylaxie de la réaction immunitaire, soit en cortisone, je ne sais pas laquelle, soit en cortisone orale, soit en cortisone topique. Et on peut avancer les diapos, c'est la diapo qui a été montrée hier. Donc tout ça, c'est avant l'injection, c'est tous les patients qui ont eu des injections d'anti-VEGF, donc l'année d'avant, injection de cette thérapie génique, et après le traitement entre guillemets de secours qui a été fait avec de la FliBerCep, et ben on voit qu'il y en a quasiment plus.
il y a une réduction de 86%, là, 85-96% de réduction dans l'injection annuelle, puisqu'ils avaient le droit de faire des injections de secours selon les constatations de l'investigateur. Et donc, ils vont attaquer une phase 3 sur des patients naïfs, cette fois-ci. Donc, voilà. Donc, on rentre en phase 3, patients naïfs, donc ça commence à devenir intéressant. Et avec une tolérance qui était vraiment très bonne. Et voilà. Donc, on croise tous les doigts pour se retrouver à Denver l'année prochaine et à Nice juste après. Voilà, merci.